Nul n'a le droit d'être resté sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission très spéciale aujourd'hui. Vous voyez même la lueur. Nous sommes sur ce plateau. Nous sommes aujourd'hui debout. Nous allons parler jeunesse. Donc, la jeunesse est victime du système ou actrice du changement. On en parle aujourd'hui avec quelques jeunes qui sont d'ailleurs avec moi sur ce plateau. Je commencerai avec Toumba Mondele. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nico Honoré. Vous allez bien? Ah, ça va très bien. Jeunesse debout, nous a honoré encore. Moïse Mkengi est avec nous. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Honoré. Bonjour à tous mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. Merci beaucoup. Je prends Richard Kalema. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. L'écologiste. Pour la première fois, je crois, Dani Boukassa est avec nous aujourd'hui. Bonjour, très cher Honoré. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et en fait, habitué de cette émission, Dan Bomoï. Ouais, merci beaucoup, cher Honoré. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion de saluer tous mes co-débatteurs pour les sujets autour desquels nous sommes réunis sur cette table. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je commencerai avec, je prends Toumba Mondele. Vous êtes activiste. Aujourd'hui, la jeunesse se retrouve dans un temps, on ne sait pas si réellement la jeunesse congolaise est victime du système ou soit elle est actrice du changement comme certains jeunes plutôt y pensent. Oui, merci beaucoup, cher Honoré. Déjà, avec la thématique du jour, je pense que la jeunesse est sérieusement victime. La jeunesse est victime, mais la thématique doit être abordée dans deux sens. Je vais d'abord commencer par montrer comment la jeunesse est victime du système, d'ailleurs le système qui est défaillant. Et je pense qu'un peu plus tard, je pourrais peut-être toucher côté Wana. Ouais, vous avez 3 minutes. Voilà. La jeunesse est victime, d'abord victime du système qu'il a hérité premièrement d'abord de la colonisation, puisque là, lorsque je prends la jeunesse, je prends des sens larges. La jeunesse est victime dans ce sens-là. Vous avez le système éducatif qui est beaucoup plus théorique. Vous avez une jeunesse qui n'est pas financée. J'ai suivi récemment dans cette même émission, un économiste qui était ici sur votre plateau, qui a dit qu'il fallait créer une banque d'investissement. Je pense que c'est la même chose que je dirais aujourd'hui. Il faut une banque d'investissement ou pourquoi pas une banque d'affaires, puisque la jeunesse aujourd'hui elle est marginalisée dans cette forme-là où on n'a pas une banque d'affaires qui pourrait financer la jeunesse congolaise pour ses projets. Et donc, la jeunesse, elle est victime aussi, vous allez voir, dans la politique où les politiciens ont déjà, vous allez prendre des 1960, les révolutions qui s'en est suivies, vous allez prendre les régimes le pouvoir de Kasavubu, celui du président Mobutu, président Kabila père, Kabila fils-président, le président Félix Tshisekedi, vous allez remarquer que il y a toujours les mêmes mots et les mêmes méthodes pour accéder au pouvoir, généralement. Et donc, dans tout ça, la jeunesse, elle est toujours marginalisée. Donc, nous pensons sérieusement qu'elle est victime. Et alors, côté acteur du changement, moi, je pense, et d'ailleurs, vous allez me permettre, avec votre plateau, pour, bien sûr, prendre un exemple, un de notre, un jeune Congolais, Nathanaël Onokomba, qui est d'ailleurs arrêté, et toutes nos pensées. Vous êtes non, je ne suis pas du mouvement de Nathanaël, mais ici je parlais de lui comme jeune. Vous voyez ce qui lui arrive en ce moment, et donc je parlais de lui comme jeune, puisque vous avez l'homme politique que moi j'ai analysé, Nathanaël Onokomba, c'était un jeune qui venait avec une vision, ni l'un ni l'autre. Et donc c'est justement ça, nous pensons que la jeunesse congolaise est victime, oui, mais nous ne devons pas prendre cette victimisation comme une identité. La jeunesse, elle est victime, ne doit pas être une identité, mais c'est une condition transitoire. Du moment où l'on comprend que cela est une condition transitoire, eh bien alors, on commence avec la lecture, on commence avec les recherches, on commence avec l'entrepreneuriat, on commence à étudier la géopolitique et s'intéresser aux questions d'économie internationale. Et donc, c'est dans cette mesure-là qu'on serait réellement
acteurs du changement. Merci beaucoup. Jeunesse debout, Moïse Mehdi. Je pense qu'on, dans cette allure, on a comme l'impression que la jeunesse, est-ce que cette jeunesse, vous êtes leader de la jeunesse, est-ce que la jeunesse se victimise ou réellement elle est victime? Oui, merci, monsieur Honoré. La première des choses, nous devons d'abord comprendre si réellement la jeunesse est victime d'un système ou elle n'est pas victime d'un système. La jeunesse congolaise aujourd'hui est victime d'un système, pas seulement les systèmes que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a hérité, les systèmes kabylistes, les systèmes mobutistes et les systèmes tshisekidistes que nous avons vous parlez aujourd'hui. Du système. Ces systèmes-là, c'est quoi d'abord? Parce que vous voyez, même les jeunes sont dans ces systèmes que... Je suis en train de m'expliquer. Je suis en train de m'expliquer. Alors, le système que lui est en train de combattre aujourd'hui, mais qui ne sera jamais facile à résoudre. Pourquoi? Parce que l'homme congolais ou jeune se victimise. Les dangers aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est que la jeunesse accepte mentalement qu'il est victime et dans sa mémoire, l'échec est dans sa mémoire. Il s'est dit, oui, je suis victime. En tout cas, si je vais me battre, il n'y aura pas toujours des solutions. Vous comprenez? Il n'y aura pas toujours des solutions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? La jeunesse aujourd'hui, qui est victime d'un système. Vous savez, aujourd'hui, le jeune évolue dans un contexte caractérisé par le chômage, manque d'opportunités, la violence, l'injustice. L'injustice. Vous ne contredisez pas, vous-même, vous parlez de la jeunesse qui se victimise. La jeunesse encore est victime, donc vous voulez me dire quoi? Parce que vous avez parlé de plusieurs systèmes. Je suis en train de m'expliquer. J'ai dit que la jeunesse n'est pas seulement victime d'un système gouvernemental. Vous comprenez? La jeunesse est victime d'elle-même. Elle est aussi victime d'un système gouvernemental, voire même nos confessions religieuses aujourd'hui, ils nous ont victimisés. C'est dans quel sens? Je vais évoquer un cas. Vous savez, quand le chef de l'État a parlé de la gratuité de l'enseignement, la confession religieuse de l'Église catholique, ayant beaucoup d'écoles, a étouffé cette gratuité de l'enseignement. Mais déjà, à partir des premières des humanités, ces enfants qui ont déjà 13 ans, 14 ans, ces enfants-là sont appelés jeunes. Si cette gratuité de l'enseignement devrait être acceptée par nos confessions religieuses, ça pouvait être mieux. Effectivement, c'est déjà accepté quand même. À l'école primaire, je ne parle pas de l'école primaire. Je parle des humanités. Mais la gratuité reste sur ça a été étouffé. Et aujourd'hui, pour que le jeune soit un acteur du changement, qu'est-ce qui peut représenter que ce jeune est un acteur du changement? Beaucoup pensent aujourd'hui que pour être un acteur du changement, il faut avoir beaucoup de moyens. Il faut occuper des postes politiques. Mais c'est ce qui, beaucoup se trompent. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Même à petite échelle, vous pouvez vous-même transformer votre environnement. N'attendez pas à ce que l'État vienne faire à votre place. Vous voulez changer les systèmes, mais il faut commencer par changer votre mentalité. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons d'abord être modèles. Et directement, le gouvernement lui-même va dire non, ces gens sont des acteurs du changement. Si je vais les laisser, en tout cas, ça ne sera pas bien. On doit éduquer le gouvernement. On lance aujourd'hui la lutte contre l'insalubrité. Mais vous allez voir que les gens vont prendre les immondices, ils vont mettre dans des caniveaux. Vous prenez ça, vous allez boucher les caniveaux. Est-ce que vous êtes un acteur du changement? Mais si le gouvernement n'arrivait pas à mettre des mécanismes en place pour lutter contre l'insalubrité. On voit les jeunes dans un quartier qui se réveillent un matin, ils commencent à balayer. Vous voulez me dire que les jeunes peuvent, donc la population peut fonctionner sans loi ou soit sans l'État?
Non, je n'ai pas dit que la population peut fonctionner sans loi ou sans l'État. Mais j'ai dit, si l'État n'arrive pas à faire ce que nous voulons, qu'est-ce que nous pouvons prendre en charge? Effectivement. C'est ça vous. Richard Kalema, je suis avec vous. Je pense que aujourd'hui nous parlons que la jeunesse est-elle victime ou acteur du changement. Mais est-ce que la jeunesse est dans l'allure où nous voyons les choses? Est-elle prête de changer les choses? Ou aujourd'hui considérée comme un acteur du changement? Trop merci pour la parole, cher Honoré. Je pense que je suis du même avis que la main ici, parce qu'il a tenu un peu des propos qui m'ont beaucoup touché. Ça m'énerve aujourd'hui qu'on me parle d'être victime du système. Je comprends pas si on parle de quel système. Aujourd'hui, tout le monde passe à la télé, il a quand même cette audace de dire que la jeunesse est victime des systèmes. Non, nous ne sommes pas victimes de ces systèmes. Nous sommes victimes de nous-mêmes. On n'y arrive pas à s'assumer. Aujourd'hui, lorsque vous parlez, peut-être l'ami parlait des banques d'investissement. Moi, je vais vous dire qu'il y a des entrepreneurs qui se sont développés sans l'aide de l'État. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement grâce aux subventions qu'un jeune aujourd'hui peut entreprendre des bonnes activités. Mais quand même, l'accompagnement de l'État. Ouais, l'accompagnement de l'État arrive à un second temps. Mais, au premier temps, il faut quand même s'ensimer. Moi, je vais vous donner d'abord... S'ensimer si on n'a pas une bonne éducation? L'éducation, elle est gratuite. L'éducation, elle est gratuite, comme l'a dit l'ami ici. L'éducation, elle est gratuite. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les universités forment réellement des jeunes qui devraient se prendre en charge? Ouais. C'est ça même le but de l'université. Parce que si vous oubliez ces buts de l'université, vous risquerez de confondre entre les scolarisés et les non scolarisés. Pourquoi je dis cela? Parce que aujourd'hui, tous les jeunes, même ceux qui ont étudié, partent chercher l'emploi. Alors que ceux qui n'ont pas étudié aussi, partent chercher l'emploi. C'est le même cas. Alors que notre vision, les parents qui sont à la maison pensent qu'en envoyant ces enfants à l'université, ils peuvent créer des emplois. Vous comprenez un peu cela? En envoyant ces enfants à l'université, ils peuvent créer de l'emploi. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes seulement assis à la maison après l'université. On s'entend que le gouvernement nous appelle tous les étudiants qui ont fini cette année, qu'on nous emploie quelque part. Non, c'est pas le cas. Regardez un exemple des grands entrepreneurs comme Steve Jobs. Steve Jobs a commencé au garage. Vous connaissez ça? Steve Jobs a laissé sa société d'Apple, a commencé au garage. Il n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, quand tu conscientises un jeune, de commencer petit, à se lasser dans une petite affaire, il trouve seulement non, c'est pas comme ça, à devenir taximan, on peut pas devenir millionnaire. Alors qu'il faut commencer quelque part pour y arriver. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, licencié peut-être en informatique et commencer à faire le détection? Non, c'est pas question. C'est d'abord avoir une idée. Une idée, c'est quoi? C'est développer ou soit observer un cas et puis développer ou proposer une solution. Aujourd'hui, tu peux voir que les taximans ont compris quelque chose. Ils n'étaient pas à l'école, mais ils ont compris quelque chose. Qu'il y a peut-être un problème de transport de ces trajets. Donc, je dois mettre quelque chose en place qui va me procurer un peu de bénéfices. Mais nous, ceux qui ont étudié, qu'est-ce que nous faisons? Ça allait seulement se plaindre. Cette angoisse vraiment prétentieuse m'ira beaucoup très mauvais à la tête. Vraiment. Merci beaucoup. C'était Richard. Pour lui, la jeunesse congolaise n'est pas victime du système. Est-ce que c'est vrai, monsieur Toumba, je crois? Citoyen Dani. Citoyen. Vous avez la parole. Dans 3 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord pour nous avoir invités sur votre plateau. Pour la thématique qui parle de la jeunesse. La jeunesse victime du système ou actrice du changement. Alors, je vais avancer un peu dans quelques réflexions. C'est à travers ma réflexion où je vais conclure. C'est cette réflexion qui nous permettra au moins de conclure pour savoir est-ce que cette jeunesse en question est-elle vraiment victime du système ou soit actrice du changement. Ok.
Moi, je peux dire, depuis l'indépendance, parce que quand nous parlons de la jeunesse, on doit commencer dès l'origine. On ne peut pas analyser la question de la jeunesse en s'attelant seulement, peut-être pour 2025 ou soit pour la jeunesse actuelle. Mais rentrons d'abord depuis la jeunesse, depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, je peux vous dire qu'après juste l'indépendance, notre jeunesse a été victime. Prenons d'abord dans le système éducatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Juste après l'indépendance, parce que si vous savez, la plupart de nos écoles, ce sont des écoles construites par l'école Nobel, l'école Long. Après leur départ, parce que quand nous parlons de la jeunesse, nous devons généraliser sur toute l'étendue de la République, on doit pas seulement s'atteler sur Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque coloniale? Il y a certains territoires, je peux dire Brousse, à l'époque, c'était pas des villages. 60 ans après, c'est devenu des villages. Il y a certains points à l'intérieur du pays, c'était des territoires. À l'époque, c'est devenu maintenant des districts. C'était des villages, c'est devenu des secteurs. Maintenant, à l'époque coloniale, lorsque le blanc, là, je suis d'abord dans les domaines éducatifs. À l'époque coloniale, l'homme blanc, quand il construisait des écoles, par exemple, c'est comme qui pour dire, il y avait un territoire, il y avait un district, on construisait l'école, d'où des gens faisaient au moins plus de 20 kilomètres pour aller étudier. 60 ans plus tard, 50 ans plus tard, avec l'exode rural, avec notre démographie qui a augmenté, il s'est fait que non, des endroits qui étaient non habitables sont devenus habitables. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, notre population a pris un peu plus d'espace. Il a pris plus d'espace, des infrastructures éducatives. Il y en a plus. Pourquoi? Cette jeunesse-là, parce que normalement, on doit éduquer cette jeunesse pour qu'elle devienne l'actrice du changement. Maintenant, tu vas te retrouver ces gens-là qui sont dans le fin fond au village, ils devaient faire des 40 kilomètres pour aller étudier. Ça, déjà, c'était au moins, un élément. Oui, j'ai vu une vidéo là. Un élément très important. Un élément très important à soulever. Parce que si on n'éduque pas cette jeunesse-là, comment elle pourra devenir actrice? Mais chose qui s'améliore un peu à peu avec l'arrivée du régime actuel. Parce que le président de la République, lorsqu'il est arrivé, il a pensé au programme de développement des 145 territoires. La pensée dans ces programmes, c'était un peu de construire des infrastructures de base là où il n'y en avait pas. Voyons un peu ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Construire et réhabiliter. Alors ceci a permis, et avec aussi la gratuité de l'enseignement. Vous voulez nous dire dans des Kabila, non, je vous donne l'exemple parce qu'il y a certains recoins des écoles. Oui, je parle, oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de parler. C'est ce que je suis en train de parler parce qu'il y a certains villages qui sont devenus aujourd'hui des secteurs. Et à l'époque où c'était des villages, les gens de là sortaient pour aller étudier dans des écoles qui étaient au moins à 30 ou 40 mètres. Maintenant, 50 ans plus tard, ces espaces-là qui étaient des forêts, avec la démographie, est devenu habitable. Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des centres de santé. Maintenant, cette jeunesse-là, si elle n'est pas bien éduquée, elle n'est pas bien soignée, comment pourrait-elle devenir actrice du changement? Là, déjà, c'est un défi. Mais grâce au régime actuel, avec le programme de développement des 145 territoires, où on a permis à ce que, dans des coins, dans des territoires, où il n'y avait pas des écoles, des hôpitaux, on a construit cela, parce que un jeune qui est bien formé, qui est bien soigné, il peut bien penser au développement au développement de son pays. Voyons un peu ça. Ça, c'est dans le domaine éducatif. Lorsque nous prenons le secteur la sécurité. Vous savez que notre pays a connu plus ou moins 30 ans que nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Quand nous parlons de la jeunesse, c'est pas seulement Kinshasa. Là, nous prenons aussi la jeunesse qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons hérité d'une guerre qui a perduré plus de 30 ans. Et cette jeunesse était devenue un peuple nomade. D'où cette jeunesse était à la quête de la paix. D'où l'éducation pendant plus de 30 ans n'était pas bien assurée pour cette jeunesse-là. Donc là, déjà, on peut dire, notre jeunesse a passé plus de 30 ans victime de quoi? De l'insécurité. Comment ça, Kedan est en train de défendre les pouvoirs en place? Non, je ne défends pas les pouvoirs, je suis en train d'analyser pour arriver à une conclusion qui va nous permettre de déterminer est-ce que cette jeunesse est actrice du changement ou victime. Là, je suis en train de relever les cas.
si vous me comprenez bien ma logique. J'ai pris le secteur éducatif où cette jeunesse a été longtemps victime. En donnant des exemples. Je suis maintenant au côté sécurité. Parce que vous le savez bien avant, parce que est-ce que la jeunesse là de l'Est qui a passé au moins 30 ans à la recherche de la paix, qui n'est pas bien instruite, bien formée, est-ce que tu vas dire que cette jeunesse, si vous posez la question à cette jeunesse, elle vous répondra que non, elle est victime. Vous voyez un peu ça, je suis en train de relever les cas. Ok. Mais la grâce aujourd'hui au président de la République, avec le processus de la paix qu'on est en train d'amorcer, c'est pour pouvoir au moins amener cette paix durable qui permettra à cette jeunesse d'être bien instruite. Nous prenons notre jeunesse, je vis mon frère a relevé le cas ici de quoi. Vous savez que dans notre pays, parce qu'on a été mal formé, parce que pour nous, on nous a formé que quand vous terminez les études, automatiquement, il faut formuler une demande d'emploi. On nous avait pas formé à l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu ça. Maintenant, quelque chose que le régime actuel en arrivant, vous savez, le président de la République, lorsqu'il est arrivé, là, toute première des choses à faire, il avait réussi à obtenir une garantie de 5 millions de francs congolais pour promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse. Tout ça, c'est pour inciter à la jeunesse, pour dire, la jeunesse doit beaucoup se lancer dans l'entrepreneuriat. Et grâce à ça, on a créé le fonds de l'entrepreneuriat. Le fonds là de l'entrepreneuriat, c'est pour permettre à la jeunesse pour dire que non, lorsque vous terminez, vous devez être créatif. Et dès que vous devenez créatif, c'est là vous permet être créatif aussi sur se mettre dans l'ordre de ne pas évoluer dans l'informel. Dès que vous placez en ordre, vous êtes éligible à obtenir au moins ces fonds là qui va permettre à développer vos affaires. Ça, c'est l'effort aussi à encourager. Je vais aussi, alors, si vous constatez les éléments ici que je viens d'épingler, qui est plus de 60 ans, les gouvernements n'avaient pas pris en compte, les gouvernements passés n'avaient jamais pris en compte de résoudre ces problèmes-là, d'abord de l'éducation, de résoudre les problèmes de la santé, de résoudre les problèmes d'une manière là, durable de la paix, de résoudre les problèmes d'une manière du chômage, parce que pour l'instant, l'État n'est pas, pardon, je cite déjà. L'État n'est pas en mesure de créer de l'emploi, mais l'État crée des conditions favorables à la jeunesse pour les pousser à l'entrepreneuriat, chose que le régime actuel, lorsqu'il est arrivé, on a touché à la santé, à l'éducation. On est en processus de paix pour qu'il y ait une paix durable pour cette jeunesse de l'Est de la République démocratique du Congo qui est très créative, et aussi pour encourager ces jeunes. Vous oubliez pardon. Quand le régime est arrivé, Gomé Bukavu était dans la paix quand même. Non, c'était la paix artificielle. Merci. Si vous posez la question, on vous dira que ça fait plus de 30 ans que la partie Est est menacée. Mais il y avait certains territoires qui étaient nous parlons de la paix. Même s'il y avait un village qui n'était pas dans la paix, dans ce village-là, il y a 2 jeunes. Mais nous parlons de la jeunesse. Mais jusqu'à maintenant, la paix n'est pas encore. Je n'ai pas dit. Je suis déjà à la conclusion. Avec tous les éléments ici que je viens d'énumérer ici, alors là, je peux dire que la jeunesse congolaise a été beaucoup longtemps victime d'un système affaibli. Mais aujourd'hui, grâce à ces régimes, cette jeunesse devient d'une manière progressive. Je ne peux pas dire totalement, parce qu'on a encore en cours, on a encore au débit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être déjà débloqué dans 5 ans ou 10 ans. Donc, maintenant, je peux dire que des jalons sont déjà placés d'une manière progressive. Cette jeunesse devient actrice du changement, parce que on a favorisé pour cette jeunesse des conditions favorables dans l'entrepreneuriat, dans la santé, dans l'éducation, même dans des organes de prise de décision, dans les gouvernements et dans des institutions. Donc, cette jeune, elle est d'une manière progressive, elle devient actrice du changement. Merci beaucoup, Dan Bomoï. Vous avez suivi les 4 interventions. Quelle est votre lecture? Vous avez 3 minutes. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Je profite de l'occasion de saluer tous les Congolais qui nous suivent de partout. Je salue également les pertinentes interventions de mes co-débatteurs. Ils ont posé des bases sur lesquelles je ne peux pas en revenir beaucoup. Ils ont parlé de la victimisation de la jeunesse. Ils ont proposé des pistes et des solutions qui permettraient à cette jeunesse de pouvoir élaborer des plans dans l'objectif de rajeunir et de relever certains défis qui nous sont présentés à l'âge. Bon.
À ce qui concerne, bon, dirais-je, la jeunesse congolaise comme une victime de ces systèmes, je pourrais énumérer 4 ou 5 points dont nous avons le chômage massif malgré les diplômes, nous avons l'accès limité aux opportunités, nous avons l'instrumentalisation politique des jeunes et nous avons l'éducation déconnectée des réalités sociales. Aujourd'hui, ce qui est déplorable, vous voyez, on nous envoie, je crois à l'âge de 3 ans, on envoie un enfant faire la prématernelle. À 6 ans, il vient à l'école primaire. À 12 ans, il intègre l'école secondaire et je crois à 18 ans, il obtient son diplôme d'État. Mais ce qui fait mal, vous verrez un diplômé d'État n'est pas avoir la possibilité de pouvoir rédiger même un CV. Raison pour laquelle on parle du système éducatif qui est biaisé. Nous avons aujourd'hui des enfants qui ont fait 6 ans à l'école secondaire et humanitaire, mais incapables de parler l'anglais. Mais pourtant, il a étudié l'anglais de la première année secondaire jusqu'en 6e année d'humanité. Donc, le système éducatif congolais doit être mis à jour. Aujourd'hui, ce qui fait mal, raison pour laquelle même quand on parle de la citoyenneté, du civisme, du patriotisme. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise se subdivise, se crée de la discrimination parce que nous n'avons pas étudié bien le cours d'éducation civique et morale dont on nous incite de pouvoir aimer son prochain, son compatriote et sa patrie. Donc, il revient à redire que non, aujourd'hui, si nous avons beaucoup de défis, les gens ont beaucoup de diplômes, mais aujourd'hui, ils sont incapables parce que nos diplômes nous donnent des compétences qui ne sont pas utiles. Donc, vous allez voir un diplômé d'État qui est incapable de faire même le secrétariat. Donc, dans certains pays développés, un diplômé d'État a plusieurs capacités. Donc, quelqu'un qui a fait déjà 6 ans dans une option ou dans une section est à mesure de pouvoir proposer ou pratiquer des meilleures choses qui peuvent apporter de la solution à la société. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont obtenu le diplôme d'État à l'électricité, mais incapables. Vous contredisez Richard qui a dit que le système éducatif est favorable. Non. La question liée à la jeunesse ne peut pas faire objet d'une mesure discriminatoire. Cela veut dire, ça concerne tout le monde, que ce soit opposition, société civile ou parti au pouvoir. On ne peut pas dire que non, parce que nous défendons le régime, nous ne pouvons pas applaudir aux gestes qui sont posés par les membres du gouvernement, le président de la République ou qui que ce soit, relevant de l'autorité, agissant en faveur de la jeunesse. Je disais que non, le système éducatif n'est pas favorable. Nous étudions beaucoup, mais nous n'avons pas d'emploi. Or, si vous allez n'allons pas plus loin. Vous allez peut-être à l'université de Kinshasa. L'université de Kinshasa a au moins, je crois, 11 facultés. Mais c'est la première université en République démocratique du Congo. Vous allez voir 8 facultés. 8 facultés contiennent plus de 85% de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent faire l'économie. Tous les jeunes veulent faire le droit. Tous les jeunes veulent faire la médecine. Mais qui va faire l'agronomie? Qui sont les psychologues? Est-ce que nous avons des ingénieurs électromécaniciens? Nous avons des ingénieurs électriciens. Nous sommes dans un pays où, généralement, les défis dont nous devons relever, ce n'est pas les domaines pour lesquels nous étudions. Nous voulons faire le droit, nous voulons faire la médecine, nous voulons faire l'économie. Est-ce que le problème de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est seulement la justice, ou l'économie, ou la santé? Or, nous devons aussi nous développer en informatique, nous devons aussi en fait, aujourd'hui, même si vous allez, je vais encore plus loin, vous allez par exemple en Chine, vous verrez que non, il y a des jeunes qui ont développé leur ingénierie. Cela veut dire que non, quand on dit que non, le Japon est le pays le plus pauvre au monde, c'est parce qu'ils ont instauré la technologie. Nous sommes dans un système qui est vraiment ancien. Ce système doit être banni. Ce système éducatif ne nous apporte rien. Or, si nous revenons maintenant à dire que non, l'accès limité aux opportunités. Quel système nous a formés? Mais quand même, vous êtes le produit des... Nous partons à l'école. Moi, je pense généralement, c'était pour aller apprendre les français. La seule chose dont j'ai bénéficié de mon école, c'est les français. Oui, parce que l'anglais, depuis la il y a la libre réflexion ici sur cette table. J'ai dit, l'une des choses dont je suis bénéficiaire pour l'école, c'est la langue française. C'est ce que j'ai appris à apprendre, à écrire, à écrire, à lire. Aujourd'hui, même la mathématique, certaines notions m'échappent. L'anglais, je l'ai étudié depuis l'école pour même jusqu'à aujourd'hui. Mais, je suis dans l'incapacité de pouvoir m'exprimer en anglais. Je dois aller faire une formation, pourtant j'ai payé, je crois, plus à 7 ans
les Minerval pour commenter en anglais. La basique, là, ce n'est pas tout le monde qui est doué ou soit à apprendre. Raison pour laquelle on dit, le système éducatif est biaisé. On doit mettre à disposition des enfants des meilleurs mécanismes sur le plan éducatif qui vont leur permettre de se défendre dans la société. Un enfant qui a un diplôme d'État mais incapable de rédiger un CV, incapable d'écrire une lettre, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Donc, je pense que je vais terminer mes 3 minutes. Je reviendrai après pour parler des accès limités. Donc, aujourd'hui, il y a le chômage massif malgré les diplômes parce que nous étudions beaucoup, mais nos diplômes ne donnent pas de compétences utiles à la société. Donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est diplômé en littéraire, mais il vous dit que moi, je dois faire une formation en informatique et en anglais pour qu'on m'engage dans un boulot. Est-ce possible? Aujourd'hui, nous avons des pédagogues qui sont des barman. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont fait des scientifiques, qui sont aujourd'hui, des serveurs. Comment est-ce possible? Or, les domaines dans lesquels tu es préparé, c'est les domaines dans lesquels tu dois être excellé. C'est comme mes frères qui ont fait les économies. Aujourd'hui, je serais content de le voir comptable, travailler dans des registres financiers. Mais là, je lui verrai à l'âge dit. Par exemple, dans une institution ou dans une structure, voilà, un motard. Aujourd'hui, faites acclamer à des partis politiques. Voilà. Ça dépend de votre vision. Merci. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, le problème du chômage des jeunes, c'est aussi le problème du choix du futur. Déjà, pour commencer, je vais balayer tout ce qui a été dit ici. J'ai commencé d'abord à ma droite. Vous avez cette fois-ci 2 minutes. 2 minutes. Vous avez dit 3 minutes, mais je vis les gens intervenir. C'est même jusqu'à 5 minutes, mais bon. Là n'est pas mon problème. Je vais commencer par mon ami qui a dit que le problème de la jeunesse était juste de faire des demandes d'emploi et tout ce qui va. Je pense que dans la logique des choses, les demandes d'emploi sont enseignées à l'école et je pense que même jusqu'à l'université, moi j'ai étudié un cours qui s'appelle rapport économique et justement on donne des mesures où c'est qu'il faut pour faire une demande d'emploi. Déjà en 6e, 5e, vous avez... Voilà, donc je pense que la logique déjà elle est telle qu'elle est. Et si on prend le côté entrepreneurial, je pense que là aussi il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que pour commencer, vous pouvez parler il y a généralement des exemples qu'on nous donne, des exemples qui sont des YouTube. Il faut qu'on précise. Non, c'est ça, des exemples qui sont, est-ce que tel? Non, c'est réel. On doit comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas réel. C'est faux. C'est faux. Si vous suivez aujourd'hui les débats parlementaires en France, vous allez voir qu'il y a des allocations qu'on donne aux familles, aux étudiants, et ça n'existe pas ici. Vous n'allez pas prendre une comparaison, vous n'allez pas venir faire une comparaison ici où vous prenez les États-Unis comparé à la RDC, ne sachant pas d'abord comment sont les conditions là-bas, et la monnaie d'abord américaine. C'est une monnaie très puissante, et vous n'allez pas venir comparer un Américain à un Congolais. Et pour votre gouvernement, moi je vais ajouter ici sur ce plateau que Mark Zuckerberg, qui est patron de Meta, Facebook, il est licencié. Il est licencié d'une très grande université américaine. Donc, toutes ces personnes-là, hormis les histoires des youtubeurs qui cherchent l'argent, ces gens-là ont étudié et ils sont génies dans les domaines où ils excellent. Donc, je pense que toute personne qui viendra, peut-être après moi sur ces plateaux, dire que l'entrepreneuriat ne marche pas parce que les jeunes sont en train de chercher à rédiger les demandes d'emploi. Moi, je pense que ce sont des gens qui n'ont jamais osé. Moi, personnellement, j'ai entrepris dans ces pays et je vais vous dire que, en tout cas, j'ai laissé, et pour votre information, lorsque j'ai laissé, c'est 2 personnes au chômage. J'ai entrepris ici dans la commune de Kisensu. Et lorsque j'ai commencé, la première des choses, c'était d'aller à la commune. Je suis allé à la commune, j'ai dit, je suis activiste, je dois me conformer, je dois avoir tout. Je suis allé, et après, il y a eu des gens qui sont venus, qui demandaient. Chaque fois, il fallait les soudoyer. Et ce sont des vérités, ce sont des réalités qui existent. Les personnes qui disent que l'entrepreneuriat, ce sont des gens qui n'ont jamais osé. Moi, j'ai osé, et à la fin, je me suis dit, bon, mais entre utiliser les stratégies économiques comme on à l'université et essayer d'aider dans ce sens, je pense que je vais utiliser d'autres stratégies. Alors, voilà, donc, sur cette problématique-là, je pense qu'il n'a pas raison. Mais je vais planger une autre chose par rapport aux initiatives entreprises par le président de la République depuis 2019. Le co-débatteur a parlé de la création de structures pour financer les jeunes. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais il faut comprendre que ici on va parler sur la gouvernologie. Comment on dirige dans ces pays ici? C'est ça la question la plus pertinente. Pourquoi? Parce que, pour commencer, l'indice des perceptions de la corruption calculé par Transparence Internationale, nous sommes classés 169e pays sur 180 évalués
en corruption, c'est-à-dire nous sommes parmi les pays les plus corrompus du monde. Et est-ce que vous êtes sûr que depuis que le président de la République a créé ces structures-là, ce sont les jeunes qui bénéficient réellement de ces financements-là? Puisqu'à un moment, il faut qu'il y ait d'évaluation. Et ces évaluations-là, vous allez comprendre que, vous allez comprendre que sur les évaluations, nous avons un Parlement qui maintenant est devenu, en majorité acclameur. Non, il faut pas dire ça. Je dis en majorité acclameur. Moi, je me souviens, un jour, je suis un professeur. Qui travaille, mon cher ami. J'ai dit à majorité, j'ai pas dit tout le monde, hein, puisqu'il y a des éminents professeurs qui font des travaux importants là, à l'Assemblée nationale. Mais vous allez voir à la majorité, et vous savez que les résolutions de l'Assemblée nationale sont prises à la majorité. De ces points de vue-là, je pense qu'il faut qu'il y ait une mission sérieuse des contrôles dans ces initiatives-là du président de la République pour montrer clairement, avec des indicateurs sérieux, ces financements-là profitent réellement à la jeunesse. Alors, pour revenir à votre question, moi, je pense que tout ce que j'ai déjà dit ici, je le réitère, la jeunesse, elle est victime. Mais moi, ce que je demanderais à cette jeunesse-là, non, à nous comme jeunes, de ne pas prendre cette position-là de victime comme une solution finale, mais c'est de prendre cette position-là comme une mesure transitoire. Et tous ceux qui ont sauvé ce monde, sur le long prend, même pour nous, Africains, en Afrique, ce sont que les jeunes. Vous allez prendre Kipavita, vous allez prendre Lumumba, Kimbangu, vous allez prendre Kwame Nkrumah, vous allez prendre Jerry Rawlings, vous allez prendre Thomas Sankara, aujourd'hui Ibrahim Traoré, vous n'aurez que les jeunes. Mais lorsqu'on a déjà 80 ans ou plus, vous allez voir que déjà l'idée c'est de se faire un paradis après la mort. On a aussi Grâce Coutinho, il faut aussi la citer. Non, je ne suis pas venu ici pour parler de Grâce Coutinho, mais je suis en train de parler de ce qui moi m'ont marqué, ce qui m'ont cité, tu as cité le président Bouteflika, il faut citer aussi Grâce Coutinho. Non, je parlais du président de la République. Ils sont aussi. Je vais pas avec Grâce Coutinho, mais je pense qu'elle fait aussi un bon travail dans ce secteur. Elle fait aussi un très bon travail dans ce secteur. Moïse Mukendi, est-ce que l'environnement est favorable pour que les jeunes entreprennent? Oui, monsieur Honoré, je ne peux pas d'abord passer comme ça sans ramasser. Alors, pour revenir d'abord à mon cher frère économiste, il avait déjà créé son entreprise. Mais pourquoi il a abandonné? Il s'est victimisé lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas en tant que jeune, qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire en tant que jeune? En tant que jeune qui veut entreprendre. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait commencer à dénoncer au lieu de garder silence. Il devrait dénoncer. Et si cela ne suffisait pas, il devrait saisir certaines autorités pour leur dire, sur les taxes et les impôts qui existent déjà. Pour leur dire, je suis jeune. Mais regardez, je vais entreprendre. Il y a trop de taxes, mais je n'ai pas assez de moyens. N'y a-t-il pas la mesure de clémence? Ou soit, n'y a-t-il pas moyen que le gouvernement puisse me soutenir? C'est ça. Alors, pour le frère qui a parlé, qui a dit, il y avait 2 milliers qui n'étaient pas habitables, mais aujourd'hui, les gens y habitent déjà, il y a un problème d'école que le système passé n'avait pas pris en compte. Alors, il n'est pas dit pour devenir un jeune acteur du changement, il faut seulement être licencié ou étudier. Regardez dans nos villages. Je parle de l'instruction. Vous aurez la parole. Je parle de l'instruction. Alors, il n'est pas dit pour être acteur du changement, il faut être docteur, licencié. Non. Mais si vous êtes dans votre village et que vous faites le champ, vous avez produit le maïs, vous pouvez aider, par exemple, vous êtes à Lazarus. Vous savez quand même que l'homme est né faible. Il faudrait peut-être qu'on lui forme quand même. Non. Il a besoin d'éducation sur tous les plans possibles. Vous pensez que, je vais évoquer un cas. Lors du procès, monsieur Vital Kamerhe, le ministère, il se disait qu'il était sage. Le ministère public lui a rappelé que ce n'est pas seulement celui qu'on peut appeler sage, celui qui a fait des grandes études, mais un chef coutumier au village, qui n'a pas étudié, mais capable à résoudre des problèmes. Il est aussi sage. Vous voulez nous dire sans éducation,
Les pays peuvent développer sans problème. Non, j'ai dit ceci, je n'ai pas dit que Non, sans c'est éducation. pas ça que vous Je avez n'ai pas dit que sans éducation, les pays peuvent se développer. Mais les gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier, ils ne peuvent pas se dire que nous ne sommes pas Ils sont dans mais un à leur niveau, non, ils sont dans à leur niveau, à à leur niveau, ils ne doivent pas rester sans transformer, sans apporter des changements. Vous comprenez? À leur niveau, ils ne peuvent pas. C'est lui qui apporte un changement, c'est celui qui est initié. C'est lui qui a été formé pour avoir Toi, tu vas dire que nos frères qui font des villas et qui font des champs, ils ont fait la différence. Rester seulement sur les champs. Non, j'ai pris un exemple de l'agriculture. Ceux qui sont en train de nous produire des maïs aujourd'hui dans nos villages, est-ce qu'ils sont tous passés par les bancs de l'école? Oui. Non, Mais c'est inexplicable. C'est inexplicable. J'ai toujours évoqué l'exemple de mon territoire. Les territoires de Demba aujourd'hui, il y a 90% des gens qui vous donnent le maïs aujourd'hui sans toutefois qu'il soit sur les bancs de l'école. J'ai un exemple. Et aujourd'hui, un méga de maïs, ça c'est à 3700. Je vous dis quelles sont les réformes que les gens qui ont étudié ont apporté pour sursauter ces problèmes-là. Alors, pour revenir, moi, je peux dire que le président de la République, comme notre frère, l'a dit ici, il a toujours eu la bonne foi de sauver ou de réformer les choses pour la jeunesse. Vous comprenez? Mais ce que nous demandons, c'est quoi? Des réformes qu'il lance en amont, mais en aval, ça n'arrive pas à se concrétiser. C'est sur ces plateaux que nous pouvons le dire. Vous avez l'amour de la jeunesse. Vous avez toujours dit, la jeunesse, c'est la force de transformation d'un pays. Mais tout ce que vous lancez comme réforme, ça n'arrive pas à se concrétiser. Ce que nous demandons, c'est quoi? Il fallait qu'il y ait des mécanismes de suivi pour que ce qu'il lance comme réforme se matérialise. Et ce qu'il a toujours appelé jeunesse, acteur du changement, puisse se matérialiser. Et ce que nous pouvons demander aux jeunes, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas nous affaiblir, nous dire que accepter mentalement directement l'échec. Non. Si vous arrivez quelque part, parce qu'aujourd'hui, il y a un système qui t'a recommandé. Si vous arrivez, on vous pose la question, qui t'a recommandé? Tu te dis, waouh, mais nous sommes dans un monde où seulement des opportunistes qui peuvent gagner. Mais combien de fois as-tu dénoncé que je suis allé chercher l'emploi et on m'a posé la question, qui t'a recommandé? Et que tu es engagé, tu es en train de travailler, on te demande 10% de ton salaire. Combien de fois as-tu déjà dénoncé cela? C'est pourquoi moi je peux dire, pour que cette victimisation s'arrête, on doit d'abord changer notre mentalité. On doit s'organiser à adhérer aux mouvements ou aux associations de jeunes. On doit faire l'autoprise en charge. On doit faire l'autoprise en charge. On doit se prendre en charge et on doit chercher on doit se pousser à dénoncer. Chaque fois, quand on veut se victimiser, on doit essayer un peu d'avoir le courage de dénoncer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Tu avais beaucoup à parler. Tu as 10 minutes pour clôturer. Ok, très merci pour la parole. Je suis vraiment flatté, cher Honoré. J'aimerais d'abord revenir sur le point qui a soulevé l'ami ici. À propos de l'éducation aujourd'hui. Les problèmes concernant les choix des facultés, ça s'assume. Aujourd'hui, comme à l'INIKIN, on peut pas faire un choix de la faculté parce que vous voyez qu'il y a de ses amis ou mes amis qui sont allés là-bas. On voit un peu ça. Aujourd'hui, vous parlez qu'il y a un élève peut-être qui peut faire ses 6 années à l'école sans être à mesure de rédiger
une lettre de motivation, soit un CV. C'est carrément absurde, mon cher. Mais par quelle voie vous êtes y arrivé là-bas? Est-ce que vous pouvez m'expliquer que vous avez fait 6 années à l'école, mais vous n'êtes pas à mesure de rédiger un CV? Hein? Est-ce que vous étiez passé par la voie normale? Parce que vous, à l'INIKIN, moi, je connais toujours le concept ELIDA à l'INIKIN. Tous les étudiants qui passent par là ont toujours tendance à ne pas passer par la voie normale. C'est-à-dire, ils n'étudient même pas très bien. Il ne faut pas ces études normales. Ils sont toujours quelque part là, aux alentours, et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent l'argent pour pouvoir passer des promotions. Est-ce que, dans ce sens, vous pensez que vous seriez à mesure de s'y prendre à charge à la fin de ces études? Il faut aussi mettre de côté, de taxer le gouvernement d'être à tort de nos propres problèmes. Vous savez, aujourd'hui, la majorité est dans les consciences des jeunes. Notre jeunesse majoritaire, plutôt, je vais prendre la partie majorité, on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, vous êtes à la fac. Vous êtes à la fac, tu fais l'économie, mais tu n'as aucune vision future de ce que tu vas faire après tes études. Je ne sais pas, je vais aussi chuter par ce messieurs. 30 secondes. Ok, par ce messieurs qui voulait parler de l'entrepreneuriat. Ah ouais, économiste entrepreneur. Il a donné, par quelle raison? Est-ce que vous pouvez essayer un peu les taux de position d'ici, comparé aux taux de position des autres pays comme l'Europe? Quels sont les taux de position ici en RDC qui peuvent empêcher un jeune à se développer dans l'entrepreneuriat? Hein? Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça, mais quels sont les taux de position ici en RDC qui peuvent empêcher les jeunes? C'est de l'inconscience. Je vous ai parlé de la liste de perception de corruption. Merci. Il faut voir la corruption à quel niveau. Merci beaucoup, Michel. Il faut d'abord, moi, je peux soulever la question sur la corruption ou Merci, sur les vous formes de aurez la recrutement parole sur la pour jeunesse. vous aurez- Mais j'ai soulevé un point concernant le développement personnel. Merci, vous aurez la parole pour citer, et je prends Dani Boukassa. Vous avez suivi des interventions, vous avez des minutes, parce que la fois dernière, tu es parti même jusqu'à 6. Cette fois-ci, c'est 2 minutes. Bon, on les modise parce que c'est ma première fois d'être sur ce plateau. En fait, je vais revenir à lui. Vous êtes en face d'un fiscaliste. Voilà. Donc, gardez votre mal en patience. Je vais revenir. Un fiscaliste économiste aussi. Je fais l'économie. Ok. J'aimerais d'abord, mon frère qui a parlé Il y a aussi des lieux sacrés. il a parlé, bon, nous parlons de la jeunesse congolaise. Et ici, peut-être il n'y a pas de coloration politique. Sa question sur la formation. Mon très cher frère, bien sûr, nous tous, nous avons besoin qu'on renforce le système éducatif congolais plutôt. Voilà. Mais c'est là, vous ne pouvez pas condamner à tort notre système d'un étudiant ou un apprenant qui finit ses études, il ne sait pas comment rédiger une lettre de demande d'emploi, et ça, vous allez condamner le système éducatif. Pour autant, il y a les mêmes étudiants aussi qui ont fini comme lui, mais ils sont en mesure de rédiger la lettre de demande d'emploi en bonne et due forme. D'où là, on peut dire, le problème, ce n'est pas du système, le problème, c'est de l'apprenant. Chacun de nous sait ce qu'il part chercher à l'université ou soit à l'école. Et chacun de nous a ses objectifs. Il y a ceux qui viennent, qui mettent 10 séries et ils terminent et ils sont prêts, et dès qu'ils participent à un concours de demande d'emploi, on les sélectionne facilement. Il y a ceux aussi qui échouent. Il y a aussi ceux qui échouent pas forcément parce qu'ils ne sont pas intelligents. Là, maintenant, je vais aborder ce que vous appelez les systèmes de branchement et tout autre. Mais vous ne pouvez pas prendre cette responsabilité et de dire haut et fort que non. À l'école, on nous forme uniquement pour le français. Non, c'est pas pour le français. Donc, on nous forme bien, mais cela dépend de tout un chacun. Qu'est-ce que tu veux venir chercher à l'université ou soit à l'école? Pour répondre à la question de mon frère, j'espère que vous êtes économiste. Je ne sais pas si vous avez fait aussi des humanités commerciales, parce que moi, j'ai combiné un peu tout. Il y a ce qu'on appelle technique du commerce. Même en économie, je crois nous enseigner ça. Avant de commencer les affaires, tout d'abord, on fait l'étude du milieu pour savoir que non, est-ce que les activités ou le milieu ici, ça sera rentable ou pas. Et deuxième des choses, étant une personne instruite,
dès le départ, une personne comme moi, là, dès que je m'irai entreprendre quelque chose, la première des choses que je cherche, c'est d'abord, étant jeune, je dois être, étant que jeune aussi, compatriote, comme j'aime bien qu'on m'appelle, citoyen Dani Boukassa, je dois chercher, la première des choses, c'est de me soumettre d'abord aux exigences de la République. Là, je suis déjà. Et ces exigences-là, c'est quoi? C'est de me mettre en ordre avec la loi. Lorsque je me mets en ordre avec la loi, je sais quelles sont les taxes à impôts que je dois payer dans mon secteur. Là, je suis bien informé bien avant. Avant même que j'ouvre l'entreprise, je dois d'abord me renseigner quels sont les impôts et taxes que je dois payer. Et compte tenu de mon capital, est-ce que je saurais tenir ou pas? Tout ça, ce sont les études qu'on doit faire au préalable avant de se lancer. Et dès qu'on s'est déjà lancé, lorsque les percepteurs de l'impôt viendront, c'est là ne sera pas un problème parce que j'étais déjà avisé bien avant. Mais si une personne vient dans le sens de Maroui, moi, je suis déjà bien informé, bien instruit. Tu viens me demander les impôts que qui ne sont pas de mon domaine, vu que je suis instruit. Je vais dire au monsieur, tu es tellement voleur. Et surtout les fiscalistes, ceux qu'au Kangé, à Rokima, parce qu'il sait que je suis en face d'une personne qui maîtrise au moins la matière. Donc ça aussi, c'est pas la responsabilité de l'État. Là, c'est la responsabilité de la jeunesse humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup, Dani. Merci beaucoup, Dani. Dan, vous avez la parole. 2 minutes. Ouais, merci beaucoup. Avant toutefois d'entamer mes allocutions, j'aimerais un tout petit peu recadrer mon ami de l'autre côté qui a confondu, selon me dire, de la manière dont il a interprété l'analphabétisation et l'incompétence. Le choix qui revient à une personne de pouvoir opter pour une faculté, je n'ai pas dit que non, les gens sont en train d'opter les facultés en raison de l'influence de leur entourage. Je dis que les systèmes dans lesquels nous nous trouvons ne permettent pas aux gens de pouvoir se développer. Tel que nous sommes ici sur cette table, allais-je dire. Dites-moi, est-ce que nous avons un jeune mécanicien ici qui est parmi nous à obtenir un diplôme en mécanique? Il y en a d'autres personnes. Attendez. Les systèmes pour lesquels nous sommes venus, c'est l'influence. Généralement, j'ai bien dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit au moins 10 facultés, contiennent plus de 85% des jeunes Congolais. Raison pour laquelle nous nous en sortons difficilement. On a parlé, il a évoqué ici quelque chose dont vous avez contredit. Il a raison. Que non, nous avons peu d'agronomes. Généralement, nous avons peu d'agronomes. Il y a des gens qui cultivent, qui se servent au sein des villages afin de produire pour la communauté locale les biens qu'ils ont pu cultiver. Il a totalement raison. Or, mais ici, sur le champ, on nous dit que non, nous avons peu d'agronomes. Nous n'avons que des avocats, des magistrats, des comptables, des diplomates. Ah non, Honoré, donnez-moi quelques minutes. Vous avez des minutes? Oui, mais ne me dites pas de l'échiter rapidement. Ce qui revient à dire que non, il y a aussi l'accès aux opportunités. Cela veut dire que non, aujourd'hui, la méritocratie et la compétence passent après les pistons. Cela veut dire que non, il faut avoir quelqu'un d'influent pour que vous soyez, comment dirais-je, pistonné. Mais j'évoquerai un adage d'un sage africain, Thomas Sankara, qui disait à son temps, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on puisse s'apitoyer sur son sort. Cela veut dire, c'est la lutte libère. À la jeunesse congolaise, nous devons nous battre. C'est comme vous avez dit ici que non, vous avez dit quelque chose de mal. On vous dit de donner 10%. On vous dit de faire ça. On vous recommande par un billet. Mais vous n'êtes pas incapable de les dénoncer. Aujourd'hui, même pour les stages professionnels, il faut une recommandation. Si vous allez par exemple en DGI, en DGM, en DGDA, à DGM, à DGRAD, à l'ONEM, au Transco, dans des institutions prestigieuses, il faut une recommandation. Mais s'il faut joindre les domaines militaires, il n'y a pas de recommandation. Lorsqu'il faut intégrer les FARDC, la police nationale ou la garde républicaine, là, le communiqué passe même à la RTNC. C'est ce que nous déplorons. La jeunesse congolaise ne doit pas bénéficier de cette discrimination. Tout jeune doit bénéficier des mêmes opportunités. Merci beaucoup. Je constate que nous sommes arrivés presque à la fin. Mais j'accorderai 30 secondes à chacun de nous de s'exprimer, donner seulement ce qu'il faut faire et nous terminer une liste. 30 secondes, j'ai dit bien 30 secondes à chacun. Évidemment. Je commence avec vous, Moundeli. 30 secondes. On termine l'émission. Vous avez beaucoup, mais veuillez prendre ce qui est serré, ce qui est bon pour vous. D'accord. 30 secondes seulement, on termine. Dans les 30 secondes, je vais dire si on forme des mécaniciens ou pas. D'abord, pour commencer, la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa a
environ 50 ans, mais n'a pas encore plus de 1000 techniciens, ce qui revient à dire, mais ceux qui ont fini dans cette activité-là, la majorité est au chômage. Donc, ce qui revient à dire que le fait de choisir une faculté par rapport à autre ne veut pas dire que carrément tout ce que vous avez avancé là, c'est faux. Donc, deuxièmement, par rapport à ce qui est avancé sur l'agriculture, que ceux qui nous nourrissent ne sont pas éduqués que tout ce qui a été dit ici. Je commence d'abord par dire que la Constitution nous dit que l'éducation de base elle est obligatoire. L'éducation de base elle est obligatoire. Et ce que vous appelez que ces gens-là gratuites en plus. Moi, j'ai parlé de l'agriculture. L'agriculture ne se donne pas à l'école primaire. Et c'est que les gens de moins qu'enfants, il s'agit du ménage entrepreneur, comme ça on appelle ça en économie. Donc, ils font ça juste pour leurs besoins de consommation, mais pas pour nourrir Kinshasa. Et je vais avancer pour ce qui se passe à l'université ou à l'école. Moi, je dirais même que 90% de ceux qui finissent ne savent pas ce qu'ils ont réellement étudié. Et donc, nous avons l'indice sérieux qui est calculé par le PNUD, qui est l'IDH, qui est au large de ça 0.52, ce qui veut dire que notre système éducatif, il est vraiment à terme. Et alors, pour conclure, puisque je suis en train de voir que vous êtes là, je suis en train de citer, je vais dire qu'une personne n'est pas complice de sa domination. Puisque là, nous parlons du système, nous ne sommes pas complices de notre domination. Mais l'on devient responsable lorsqu'on s'habitue à ce qui se passe. Et justement, c'est ce que le capitaine Sankara disait à l'époque, c'est que mon ami avait déjà dit tout à l'heure. Merci. Moïse Mukendi. Moïse plutôt. Vous avez 30 secondes. Veuillez. Oui, merci. Partant de ce sujet, jeunes, victimes ou acteurs du changement. C'est pourquoi je fais appel au chef de l'État. J'ai un message fort où je donne au chef de l'État, comme lui a toujours accepté la jeunesse, s'il veut que la jeunesse soit acteur du changement, s'il veut que la jeunesse ne soit pas victime de son système, qu'il ne puisse pas accepter ces dialogues prématurés. Parce que l'accepter, c'est victimiser de plus la jeunesse. C'est la condition pour la jeunesse. Aujourd'hui, les militaires rwandais traînent sur notre sol. Mais les gens réclament le dialogue. Nous, jeunes Congolais, nous refusons. S'il veut que nous soyons des victimes, qu'il accepte ces dialogues prématurés. Et ce que je peux dire à la jeunesse congolaise, c'est d'échanger leur mentalité pour que demain, nous soyons acteurs du changement. Merci beaucoup. Vous pouvez citer aussi directement. Ok, trop merci pour la parole. L'importance aujourd'hui, cher Honoré, c'est pas question de savoir de ce qu'on a fait de nous. Mais la question c'est que, qu'est-ce que nous, on fait de ce qu'on a fait de nous? Aujourd'hui, même si vous parlez d'un système, le népotisme est humain. Le népotisme est humain. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a toujours des politiciens qui protègent toujours ces héritages. Qui protègent aussi, qui doivent assumer aussi de ces héritiers. Alors que, dans l'autre système, nous subissons ces problèmes. Qu'est-ce que nous devrions faire? Il faut s'assumer. On peut pas développer un pays avec des mains tendues. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous devrions prendre conscience, c'est développer. Lui, il parlait des conditions des États-Unis. Moi, je vais vous donner un exemple des jeunes du Kenya qui se sont développés comme ça, en se laissant sur M-Pesa. M-Pesa, qui a créé M-Pesa? Ce sont les Occidentaux qui ont créé M-Pesa. Le Kenya, c'est une ex-colonie. Ok, très bien. Donc, si, mon point final, je veux dire que la jeunesse aujourd'hui doit prendre conscience. C'est pas seulement se focaliser sur les préjugés on est victimisé par ce système, mais s'assumer, prendre des responsabilités de se lancer sur un domaine ou entreprendre dans des activités plus profitables. Merci beaucoup les citoyens. Vous avez la parole. Bon, en fait, comme je vais déjà conclure lors de mon introduction, j'avais dit ceci. Notre jeunesse est le plus victime d'un système, mais progressivement, elle devient acteur ou actrice. La jeunesse plutôt, voulais-je dire, actrice du changement. Ce que moi je veux dire à notre jeunesse de ne plus être distraite. Le mécanisme sont déjà mis en place. Il y a des lois déjà qui protègent la jeunesse, malgré qu'elles sont encore insuffisantes.
mais cette jeunesse doit se réveiller parce que le train est déjà en marche. Au moment où vous êtes distrait, vous vous victimisez qu'il n'y a pas des opportunités de l'emploi ou de l'entrepreneuriat, il y a ceux qui sont déjà conscients, ils sont déjà dans la tanière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'élever, d'être conscient, de se mettre en ordre avec la loi et de se lancer, suivre les autres. Donc, voilà merci beaucoup. Dan, vous avez la parole. Ouais, merci beaucoup. Pour conclure, je demanderai, c'est ma proposition au gouvernement, au chef de l'État de pouvoir arrêter cette discrimination au regard des jeunes. Tout jeune doit bénéficier des mêmes opportunités, peu importe, parce que la Constitution d'ailleurs interdit la discrimination. Tout jeune doit bénéficier des mêmes opportunités. Tous ceux-là qui ont eu l'opportunité de pouvoir intégrer les institutions prestigieuses, que les autres aussi les intègrent. Il ne faut pas nous discriminer, il ne faut pas amener les discriminations à notre égard pour permettre à ce que les gens qui sont hors système intègrent les armées et ceux-là qui sont du système intègrent les institutions prestigieuses. Donc, c'était ça mon message. Merci, ça n'est complètement fini pour aujourd'hui. Merci à la technique. Je vois derrière les caméras, Torres et avec tout le monde qui était là. Merci à nous retrouver très très prochainement avec le même plaisir. Ciao. J'ai ici sans appel.